Jean-Baptiste Villermoz a quitté ce monde le 29 mai 1824 dans un climat où la franc-maçonnerie commençait à être un peu regardée avec suspicion, puisqu'on considérait cette période de restauration. L'Empire est tombé. 1814, le roi a été ramené sur le trône. D'abord Louis XVIII, puis ensuite Charles X. Le climat est entièrement différent de celui du XVIIIe siècle. Autant au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie bénéficiait d'une bienveillance et d'un regard de sympathie. Depuis les événements de la Révolution française, le clergé, l'Église même dans son ensemble, considère que la Révolution a été l'œuvre de la franc-maçonnerie et que la franc-maçonnerie travaille à la contre-Église et qu'elle doit être dénoncée comme relevant d'une hostilité à l'égard de la religion. Le diocèse de Lyon, primatial des Gaules, est marqué, fortement imprégné par le christianisme. Le disciple de saint Polycarpe, saint Irénée, arrive à Lyon au 1er siècle. Saint Irénée de Lyon, qui va d'ailleurs périr sous la persécution de Marc Aurèle, mais bon, est un évêque non anodin, puisque c'est un évêque qui va dénoncer ce qu'il appelle la gnose aux non-menteurs, dans son traité sur les hérésies, et qui va imprimer un courant, un esprit, un état d'esprit au christianisme lyonnais, qui fait que, à travers son histoire, de Saint-Nizier, dont la famille Villermoz va être paroissien de l'église où se trouve sa dépouille, où on vient en pèlerinage à partir du VIe siècle, la même église où sera paroissien un autre célèbre lyonnais, Pierre Valdo, qui va donner naissance à un courant d'église, les Vaudois, qu'on pourrait appeler précurseurs de la Réforme, qui sont d'ailleurs regardés comme tels. L'arrivée, à peu près à la même époque que Pierre Valdo, de l'ordre des franciscains, de l'ordre des cordeliers, qui vont donner le grand hôpital, confère à Lyon une vie d'une richesse spirituelle tout à fait considérable. Au XVIIIe siècle, l'archevêque, Monseigneur Malvin Antoine de Montazet, accueille les convulsionnaires, accueille les courants de l'œuvre de la vérité, des familles augustiniennes, des courants jansénisants opprimés par le pouvoir absolutiste, qui trouve à Lyon un abri. Monseigneur Malvin de Montazet accueille les oratoriens, mais également de nombreuses familles issues des courants jansénistes, ainsi que les prêtres appelants, comme on les appelait, c'est-à-dire appelants de la bulle Unigenitus, qui, soi-disant, condamnait en 1713 certaines propositions qui auraient été
dans Jansénius ou qui n'y se serait pas trouvé, selon la fameuse formule des provinciales de Pascal. Mais au-delà de ça, le XIXe siècle voit, par le concordat de 1801 entre Napoléon et Pie VII, une partie du clergé et des fidèles refuser le lien avec l'Église romaine, qu'on regarde comme ayant pactisé avec le pouvoir révolutionnaire anti-chrétien, créant une jonction entre les courants augustiniens, les réfractaires à la constitution civile du clergé et les anti-concordataires, qui va donner un courant religieux à Lyon, dont on va voir dans quelques instants à quel point il va être important dans l'émergence de certains esprits, de l'histoire de la pensée et de l'ésotérisme. Le premier de ces noms, qui est connu d'ailleurs sous un nom d'emprunt, Allan Kardec, un grand Lyonnais, qui est d'ailleurs peut-être le Lyonnais le plus célèbre dans le monde. Pas oublier qu'en Amérique latine, au Brésil en particulier, il est lu. Le Parlement porte sa devise sur son plafond. Enfin, c'est extraordinaire l'engouement pour, qui ne s'appelle pas Allan Kardec d'ailleurs, mais Alphonse de Rivail. Enfin bon, passons. Et il s'appelle Allan Kardec parce qu'il se considérait comme la réincarnation d'un druide breton. Donc il a pris cette dénomination. Mais en tout cas, ce rationaliste considère d'ailleurs que ce qu'il crée comme courant, le spiritisme, est une science, et non pas une religion, avec cette devise « naître, mourir, renaître encore et progresser ». Bon. Forte personnalité, il a exercé différents emplois, et son rayonnement conférant à Lyon un rôle de continuité avec le XVIIIe siècle, qui était très maçonnique, dans sa place significative au titre des villes initiatiques. Autour de cet engouement pour le spiritisme surgissent des courants qui ne sont pas à proprement dit ésotériques ou maçonniques, qui sont plutôt des courants parallèles à l'Église visible, à l'Église institutionnelle. Le premier de ces courants à se manifester est celui mené par un simple ouvrier, mais qui tout à coup pense la réincarnation du prophète Élie, c'est Eugène Vintras. Eugène Vintras, qui n'est pas natif de Lyon, mais qui va venir à Lyon installer l'œuvre de la miséricorde, a une vision extrêmement originale de ce qu'il convient d'exercer comme expiation, de manière à bénéficier des grâces divines et participer du renouvellement de l'âme. Il a des visions, il fonde l'œuvre de la miséricorde qui est constituée en septénaire, 7 personnes qui constituent une petite chapelle, etc. Cette œuvre prend de l'ampleur, s'organise, se développe. Vintras arrive à Lyon, est accueilli déjà par des membres de l'œuvre de la miséricorde convaincus, et Lyon
devient à ce moment-là le centre de l'œuvre de la miséricorde, où on célèbre les fameuses cérémonies pro-victimales de Marie, Vintras consacrant des hosties dont certaines reviennent avec la présence du sang divin, créant un climat à la fois visionnaire, prophétique, apocalyptique dans la ville de Lyon, où de nombreux esprits veulent rencontrer Vintras et se mettre à l'école de cette personnalité tout à fait exceptionnelle, qui défraye la chronique par ailleurs, parce que Vintras considère que la chute ayant été entraînée par un excès de séduction charnelle et sensible dans nos premiers parents en Éden, il convient aujourd'hui de retrouver un lien purifié dans l'exercice de relations charnelles avec les entités divines ou dans le cadre des cérémonies dites de vie, qui sont ni plus ni moins que du tantra en version occidentale. On imagine ce que peut produire comme effet et rayonnement un Vintras revêtu d'habits sacerdotaux pour le moins originaux, qui est entouré par une foule de disciples et dont des esprits non anodins regardent comme étant un authentique prophète, en particulier dans la littérature. Baudelaire, Barbé d'Aurevilly, et d'autres qui vont tout à coup considérer qu'il y a là peut-être quelque chose de sérieux, d'authentique. Blois, Léon Blois va en faire allusion. On est à l'époque des révélations de Notre-Dame de la Salette, on baigne dans le merveilleux. L'Église assiste à l'apparition de ce phénomène un peu interloqué et ne sait pas vraiment comment y répondre. Cependant, l'atmosphère créée par l'épiscopat de Monseigneur Malvin de Montazé a donné des figures locales qui ne sont pas éloignées d'un certain augustinisme visionnaire. On n'expliquerait pas, par exemple, la présence d'un curé d'Ars dans les Dombes sans le climat spirituel religieux du catholicisme lyonnais au XVIIIe siècle. Un curé d'Ars qui va rentrer en contact avec Pauline Jaricot, qui est inhumée elle-même à l'église Saint-Nizier, et qui va fonder avec le curé d'Ars qui vient des Dombes marchant la nuit pour la rejoindre dans l'église Saint-Nizier, afin de fonder l'œuvre de la propagation de la foi. Une Pauline Jaricot qui fait vœu de chasteté privée, alors qu'elle est laïque, qui n'est pas une religieuse, et qui va s'investir avec un dévouement. Sa cause, d'ailleurs, est à Rome pour être plaidée afin qu'elle soit bien heureuse. Lyon, tout à coup, prend une dimension sur le plan religieux tout à fait extraordinaire. Dans ce climat lyonnais vont apparaître des grandes figures à la fois spirituelles, ésotériques, si l'on peut dire, mais d'un ésotérisme original et métaphysique.
Sur le plan philosophique et métaphysique, la première personnalité, hélas, trop oubliée aujourd'hui, c'est Blanc de Saint-Bonnet, disciple de Joseph de Maistre, qui va d'ailleurs écrire sur la question de la réparation des peines, sur la douleur, sur l'expiation, qui laisse une œuvre considérable, qui a une maison en proximité de Lyon, et qui attire à lui un ensemble de penseurs à la fois contre-révolutionnaires, mais pour la doctrine sociale de l'Église. René de la Tour du Pin, Le Play, Bonald, etc., qui voit dans Blanc de Saint-Bonnet le continuateur de Joseph de Maistre, membre du régime écossais rectifié, lié à Jean-Baptiste Villermoz au XVIIIe siècle. À côté de Blanc de Saint-Bonnet, des figures d'un ordre complètement différent apparaissent. Péladan, qui ne s'appelle pas encore le Sar Joséphin Péladan, avant qu'il ne monte à Paris, mais qui baigne dans ce milieu lyonnais, catholique, pieux, fervent, qui va le marquer d'une empreinte tout à fait considérable. À la même période d'émergence à peu près que Joséphin Péladan, qui va avoir un lien avec Papus, et on va voir pourquoi Papus va venir à Lyon dans quelques instants, apparaît le successeur de Vintras, l'abbé Boulan. L'abbé Boulan, qui est de Lyon, lui, considère qu'après la disparition de Vintras, il en est son successeur légitime. Et il reprend l'œuvre de la miséricorde, avec les mêmes pratiques et les mêmes modes de, on va dire, liturgiques et cérémoniels que Vintras. Boulan est prêtre, ce que n'était pas Vintras. Il a la culture théologique et il attire le regard de Huysmans, qui d'ailleurs va le mettre dans son ouvrage là-bas, qu'il va recueillir les confessions de Boulan. Confession, pour quelle raison? C'est que on est dans ce 19e, marqué par l'occultisme, où des profils comme Stanislas de Guetta, Oswald Wirth vont venir à Lyon, rencontrer Boulan et assister aux cérémonies. Et vont en repartir hostiles à l'œuvre de Boulan. Or, Stanislas de Guetta va faire partie, comme Péladan, des premiers compagnons qui vont constituer, avec Papus, Gérard Ancos, l'ordre martiniste. Oswald Wirth et Stanislas de Guetta dénoncent l'abbé Boulan dans la presse. L'abbé Boulan se défend. Lyon devient l'objet d'une attraction phénoménale, puisque tout ça est rendu public. On se dit, mais que se passe-t-il dans cette ville? On veut savoir, on veut assister, on cherche où se trouve la chapelle de l'Œuvre de la Miséricorde. Le fait de déclencher cette polémique crée un intérêt considérable pour Lyon. On se dit, il y a là une pépinière de courants à la fois religieux, mystiques, visionnaires et prophétiques, qui doit sans doute correspondre à une
prédisposition providentielle de cette ville au titre de l'histoire. Il y a un lien, forcément, entre cette ville et toutes ces perspectives qui mêlent aussi bien mystique, prophétisme, franc-maçonnerie, religion. C'est une sorte de cocktail incroyable que présente Lyon. On est dans le dernier tiers du XIXe siècle et autour de Péladan et de Stanislas de Guetta se trouve en effet Papus, le célèbre Papus. Papus est un organisateur, un créateur d'ordre. Il a eu un parcours passionnant. Il exerce à Paris. Il a, on pourrait dire, une forme de pratique médicale qui relève presque de l'apostolat, ayant un cabinet à Paris, un autre à Tours, s'investissant auprès de ses malades, mais aussi ayant été initié en théosophie relativement jeune, avec un fort intérêt pour l'ésotérisme, pas la maçonnerie, qu'il regarde avec suspicion, parce que la maçonnerie a pris, peut-être un peu poussé dans les cordes par le cléricalisme militant d'une partie de l'Église, dans un matérialisme très Troisième République, qui est clairement celui de « à bas la calotte ». Hein, c'est une franc-maçonnerie qui se veut sceptique, voire matérialiste, athée, républicaine, foncièrement républicaine. Donc, Papus, lui, cherche à ramener du spiritualisme, mais pas par la franc-maçonnerie, dont il considère que ce n'est pas la bonne solution. Donc, il crée un autre ordre. D'abord, l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, avec Stanislas de Guetta, avec Péladan, un Péladan qui va s'en écarter pour créer très vite, trouvant qu'il y a trop d'occultisme et pas assez de mystique, l'ordre catholique de la Rose-Croix, du Temple et du Graal, donc, ce qui va donner d'ailleurs lieu à une guerre épique, dite la guerre des deux roses, entre les deux tendances, celle de Stanislas de Guetta et celle de Joséphin Péladan. Éric Satie va être mêlé à ces courants, va faire partie des membres de cet ordre kabbalistique de la Rose-Croix, et écrivant ses pièces, Sonnerie de la Rose-Croix, etc., pour illustrer les salons de la Rose-Croix. Imaginez un salon de la Rose-Croix où on présentait des œuvres d'art. Il faut dire que Péladan était revenu, notre bon Lyonnais était revenu de Bayreuth, fasciné par Wagner, et donc considéré que l'art, l'esthétique, allait être le levier, le vecteur d'un réarmement spirituel de l'humanité. Il se revêtait d'ailleurs d'habits originaux en daim avec des dentelles parfumées, la barbe huilée, et se donne ce titre qui va devenir le sien, le Sar Mérodac Péladan. Il va être d'ailleurs l'objet d'une grande biographie par le docteur Berthollet au XXe siècle, lui-même martiniste. Enfin bon. Mathilde Ancos était la cliente d'un médecin qui exerçait à Lyon
sous le nom de Nisier Anthelme Philippe, rue de la Tête d'Or, et en parle à son mari, médecin lui aussi, en lui disant tout le bien qu'elle ressent et les bienfaits des traitements administrés par celui qui est passé à la postérité sous le nom de Maître Philippe ou Monsieur Philippe de Lyon. Pappus, curieux, vient à Lyon rencontrer Maître Philippe. Et là, le Balzac de l'occultisme, comme on appelait Pappus, est admiratif de ce qu'il entend de Philippe et de ce qu'il ressent de sa personnalité et de sa présence. Et devient disciple de Philippe, se met à son école. Ce qui va d'ailleurs conférer à Philippe un rayonnement inattendu, puisque Pappus est en lien par le biais de ses structures ésotériques avec le banc et l'arrière-banc de tout ce qui constitue les domaines d'intérêt du spiritualisme à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Et c'est ainsi que Pappus et Philippe vont se rendre auprès du tsar pour soigner la famille impériale. Philippe développait un christianisme évangélique où la phrase du Christ « Aimez-vous les uns les autres » a une dimension considérable à des clients qui venaient le trouver en souffrant de tel ou tel mot. Parfois, c'était des remèdes spirituels qu'il leur donnait. Vous vous abstiendrez de dire du mal de quiconque pendant une semaine, ça ira mieux. Ou d'autres pratiques de ce type. Et ça marchait. Parce que ce que Philippe avait compris, c'est que la première chose à guérir, c'est d'abord l'âme. En réalité, souvent, les souffrances corporelles sont des maux de l'âme. Et Pappus comprend qu'en réalité, tout son ésotérisme peut se résumer à une nécessité de guérison intérieure de l'âme. Et il est prêt d'ailleurs à arrêter l'ordre martiniste, à cesser toutes les activités occultistes avant qu'ils ne disparaissent prématurément en 1916, faisant que son ordre perdure, avec des successeurs qui vont le suivre dans cette charge, et dont un, Jean Bricot, et va d'ailleurs fonder l'ordre martiniste de Lyon, lorsqu'il deviendra à son tour, après la grande maîtrise de l'ordre martiniste de Teder, le grand maître de l'ordre martiniste. Et avec Jean Bricot, Johanny Bricot exactement, on a la synthèse de tout ce que l'on vient d'expliquer. Lyon, ville mystique, prophétique, ésotérique et maçonnique. D'une certaine manière, Bricot va réaliser une sorte de condensé complet de l'ensemble de ces courants. Il est un ancien séminariste. Il est issu d'une famille
qui a eu des contacts avec la petite église. Il est distant d'une certaine église institutionnelle. Il se fait recevoir en martinisme. Il regarde l'enseignement de Maître Philippe avec admiration. C'est un des premiers à avoir écrit un opuscule sur Maître Philippe de Lyon. Il va être reçu dans l'église gnostique de Douanel, étant consacré épiscope, évêque, par Fabre des Essarts, le même d'ailleurs qui avait reçu René Guénon comme évêque également. Jean Bricot va rencontrer providentiellement Monseigneur Giraud de l'église gallicane, lui-même ayant la transmission de Monseigneur Villatte, qui avait été reçu au XIXe siècle, en 1892, à Colombo, à Ceylan, comme évêque au titre de l'église syriaque d'Antioche, dans la basilique de la Bonne Mort, à Colombo. La transmission sacerdotale de l'église gnostique de Douanel, qui n'avait pas de validité au titre romain, au titre de la transmission apostolique, hérite d'une lignée sourcée à partir d'un évêque effectivement regardé comme tel par Rome et capable de pouvoir référencer toutes ces lignées épiscopales. Bricot devient le patriarche de cette nouvelle église gnostique dite universelle, qui va devenir l'église officielle du martinisme. On vient de toutes parts à Lyon pour être reçu à la fois par Bricot à l'intérieur de cette église et à l'intérieur du martinisme. Bricot étant à la fois grand maître, patriarche de cette église, et grand maître, y compris, de l'ordre de Memphis-Misraïm. On a là le condensé, si l'on peut dire, de tout ce qui peut faire l'intérêt ésotérique d'une présence à Lyon, à cette époque, d'un personnage de la dimension de Bricot, dont il ne faut pas oublier quand même qu'il écrit de nombreux textes qui sont lus avec beaucoup d'attention dans le milieu ésotérique, et y compris le milieu maçonnique. Ce qui fait d'ailleurs que Bricot, qui ne veut pas voir l'ordre martiniste se transformer en une sorte de hall de gare, met des critères pour rejoindre l'ordre martiniste, et met des critères maçonniques. Il faut être maître maçon pour rentrer en martinisme. Bricot, qui a compris que les mouvements d'église parallèles à l'église officielle possèdent des authentiques formes de religiosité, s'approche des courants de la petite église, des
héritiers des convulsionnaires et regarde la possibilité d'un éventuel rapprochement comme à ne pas négliger. Bricot quitte prématurément ce monde en 1934 et a pour successeur Constant Chevillon. Constant Chevillon, proche de Camille Savoir, proche des systèmes à la fois de Memphis-Misraïm et du régime écossais rectifié qui a été réveillé un an après la disparition de Jean Bricot, exactement les 22-23 mars 1935 à Paris, par l'initiative du grand prieuré indépendant d'Helvétie et de Camille Savoir, qui d'ailleurs profite de ce réveil pour claquer la porte du Grand Orient de France et constituer le Grand Directoire des Gaules, où l'on va pratiquer le régime écossais rectifié en tous ses grades et dans toute sa structure. Constant Chevillon, c'est quelqu'un qui prend une dimension tout à fait conséquente, tout à fait réelle, et qui, à Lyon, puisqu'il vit à Lyon, proche de la veuve de Jean Bricot, continue à développer l'ordre martiniste sur les bases qui est la sienne. Il est également le successeur de Bricot à l'intérieur de l'Église gnostique universelle, dans la transmission de Bricot, qui remonte, comme on l'a dit, à Monseigneur Giraud et de Monseigneur Giraud à Villatte. Lyon, pendant la période qui va être celle de la guerre, est considérablement marquée par la propagande d'État anti-maçonnique. Les temples sont fermés. On publie, y compris dans des revues officielles, le contenu des listes des adhérents. Les maçons sont exclus de la fonction publique. Les fameuses lois anti-maçonniques ayant été votées par Vichy. Lyon, qui est pourtant une ville de forte implantation maçonnique et ésotérique, subit de plein fouet ce climat pesant, pénible, et le successeur de Jean Bricot, Constant Chevillon, se cache. Il se cache car il est recherché, dans la mesure où il est grand maître de l'ordre martiniste, que les anti-maçons et que la propagande regardent concernant le martinisme comme plus encore dangereux que la franc-maçonnerie. Il est patriarche de l'Église gnostique et il est grand maître d'un système maçonnique de nature égyptienne qu'on appelle ordre de Memphis-Misraïm. Il essaye de vivre le plus discrètement possible, ne se faisant pas remarquer. Un matin de 1944, un groupe armé appartenant à la milice française frappe à la porte de la maison de Madame Veuve Bricot, où séjournait Constant Chevillon, et sans autre forme de procès, alors même
qu'il ne semble pas y avoir eu d'ordre officiel appelant à son exécution et qu'on ne comprend pas pourquoi, à si peu de temps, d'une période où tout le monde savait à peu près que la guerre était finie, ou presque, Constant Chevillon, au petit matin, est exécuté. À ce titre, puisque il était patriarche de l'Église gnostique, dont Jean Bricot avait hérité de la transmission épiscopale de Monseigneur Giraud, l'Église gallicane a décidé de canoniser Constant Chevillon, qui est désigné aujourd'hui comme étant Saint Constant Chevillon au titre de l'Église gallicane issue de la transmission de Monseigneur Giraud. La Libération tourne la page de ces heures sombres de l'histoire et ouvre une nouvelle période qui, de par son côté contemporain, pourrait faire que on ait tendance à vouloir rester discret sur les événements qui ont suivi la disparition de Constant Chevillon. Il y a, à mon sens, un fait symbolique, significatif, en 1965. Le cardinal Gerlier, primat des Gaules, archevêque de Lyon, successeur de Malvin de Montazet, prépare son voyage pour se rendre à l'ouverture du Concile Vatican II à Rome. Il prend sa plume pour écrire à toutes les familles appartenant à la petite église. C'est un fait assez peu connu. Il y a 46 lettres envoyées, 46 familles, dont 31 habitent le même quartier, dont beaucoup le même immeuble. Dans cette lettre, Gerlier, qui a eu d'ailleurs, on va dire, un épiscopat où il a traversé la guerre, c'est un homme avec une présence, une grande figure d'église, Monseigneur Gerlier. Les lettres sont envoyées par le secrétariat, très discrètement. Sachant que les courants de la petite église, je le rappelle, ont été voisins des convulsionnaires, de l'œuvre de la vérité, des épisodes de l'église vintracienne et de Boulan. Il y a une proximité. On touche au noyau dur, si l'on peut dire, de l'histoire mystique, prophétique et religieuse de Lyon, parallèle à l'Église. Donc c'est un acte énorme que fait Gerlier. À la lettre envoyée par Gerlier, dans laquelle il disait « Il serait peut-être temps que nous engagions de nouveau un dialogue pour nous rapprocher et voir de quelle manière, entre ce que vous représentez et ce que représente l'Église, qui s'engage dans un renouveau, une ouverture au monde, qui tend la main aux hommes et aux femmes de bonne volonté
Il serait donc peut-être opportun que nous puissions faire le premier pas d'un dialogue renouvelé. Et il termine. J'espère que cette lettre sera accueillie avec intérêt et j'attends votre réponse. On dit que la réponse des membres de la petite Église a été celle-ci. Notre réponse parviendra lorsque nous-mêmes aurons reçu les réponses que nous avions formulées au moment du premier concile de Vatican en 1870 et du Concordat, demandes qui sont toujours restées muettes. En attendant, nous perdurerons dans le silence qui convient à la nature de notre foi et de notre vie religieuse. Cet appel au silence est peut-être la meilleure manière de laisser Lyon vivre de sa vie propre sur le vie spirituel, initiatique, selon la discrétion qu'il importe de maintenir en ces domaines.